Bonjour Rosa Maria, merci de m'accueillir chez toi Ah, et mais bienvenue chez moi. merci, mais merci à toi. Je suis aussi très, très contente de cette rencontre. Grâce à la cité, quand même, c'est formidable qu'on puisse rencontrer des gens formidables comme toi dans ces contextes tout à fait particuliers aussi dans le monde. Mais Oui, très tout contente. à fait, tout à fait. C'est pas un contexte qui est très propice aux rencontres normalement, donc effectivement, merci beaucoup à la Cité des Arts et à toutes les personnes qui y travaillent encore pour créer ces connexions qui sont indispensables en fait. Tout à fait. à- pour l'inspiration et pour continuer à faire des connexions artistiques dans le monde. Euh, Essentiel. exactement. Rosa Maria, alors tu es née à Caracas en 1977. Tu as fait tes études à l'université Armando Reverón. Ensuite, tu es allée à Minas Gerais où tu as étudié à l'université fédérale. Et ensuite, de manière un peu inattendue, tu viens à Paris pour des raisons personnelles et en fait, cette ville qui devait t'accueillir pendant 2 ans devient en fait une vraie tranche de ta vie et tu passes de 2004 à 2011. C'est bien ça? Tout à fait. Et en 2011, tu pars par la grande porte quand même parce que tu gagnes le prix du jury du Salon de Montrouge. Puis tu reviens au Brésil et maintenant, tu es à nouveau à Paris en confinement, mais donc avec un rêve qui est devenu réalité, qui était d'être résidente à la Cité internationale des arts. Voilà, j'aimerais que tu me racontes un peu ton rapport à Paris et en quoi Paris a joué un rôle important dans ta carrière et dans ta vie. Écoute, c'est vraiment une ville à laquelle je dois énormément. Euh, il fallait un peu raconter je n'avais jamais pensé habiter ici, je n'avais jamais pensé à venir. C'était vraiment des circonstances personnelles. Et c'était prévu pour qu'on reste 2 ans, moi et mon ex-mari. Et finalement, on est resté plus longtemps. Et même si depuis très tôt, je savais que je voulais faire Beaux-Arts, euh, je trouvais vraiment ma place en tant qu'artiste et ici à Paris, d'une façon que peut-être je n'aurais pas trouvée ailleurs. Et mais pas seulement un endroit, une place en tant qu'artiste. Et ce qui m'a permis développer encore mon travail et, heu, et le montrer dignement, mais aussi un endroit en tant qu'immigré quelque part. Parce que donc ma vie a été un peu nomade et j'étais quand même étrangère au Brésil aussi, même si je suis d'origine brésilienne aussi. Ma mère est brésilienne. Mmh. Mais c'est ici où je trouve que les liaisons sont possibles malgré les différences culturelles, malgré, les distances et surtout en découvrant des proximités. Puis Paris est quand même une ville qui me nourrit tout le temps, d'un côté par cette humanité que je trouve ici, à travers des rencontres avec des différentes personnes, aussi, à cause grâce à toutes les possibilités d'étudier, de voir des expositions, de découvrir des choses, de la musique, de la poésie, de la littérature, du cinéma, enfin, des milliers de choses, parce que finalement, la peinture ne se nourrit pas seulement de la peinture, heureusement. Euh, mais donc voilà, je suis profondément reconnaissante à cette ville et j'ai trouvé ma place, pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant que personne. Voilà. C'est formidable. Oui, le côté cosmopolite de Paris et effectivement le côté bouillonnant de cette ville qui n'arrête pas. Ouais.
Et alors, ton travail se centre particulièrement sur les lieux de l'intime. Tu as travaillé sur beaucoup de lieux intimes, en fait, en commençant par, enfin, en tout cas, une des séries principales est celle de ta maison d'enfance. Alors, j'aimerais que tu me racontes pourquoi tu as fait cette série qui s'appelle Tablas para no olvidar, pour ne pas t'oublier, para no olvidarte, non? Donc, en fait, tu lui parles directement à cette maison. Et donc, tu la représentes avec des pièces vides, vides de meubles, mais qui sont sûrement empreintes d'écho, de moments passés qui sont sûrement vivantes pour toi. Alors, raconte-nous un peu cette série et d'où te vient ce besoin de représenter ta maison où tu as grandi. Alors cette maison d'enfance, c'est un thème, récurrent, c'est-à-dire je reviens de temps en temps et je l'ai fait plusieurs fois, mais à chaque fois que je reviens, c'est évidemment, d'une façon différente puisque, moi je suis aussi d'une façon différente, je vis des choses différentes. Donc forcément, à chaque fois que je retourne, c'est une autre personne aussi qui retourne et Mhm. puis c'est une émotion qui retrouve dans la rét dans la reconstruction de cette mémoire. Donc, la maison, c'est vraiment une obsession dans mon travail. Au-delà d'une obsession, c'est vraiment un amour. Et, et, et la maison d'enfance, je pense que c'est quelque chose qui nous parle à tous. Enfin, même si c'était la maison de nos grands-parents, la maison d'une tante, ou une maison où on était en vacances. On a tous une maison qui est quand même référentielle. Dans mon cas, c'est la maison paternelle à Guama. C'est un petit village au Venezuela. Donc, cette maison coloniale dans laquelle j'ai construit tout mon rapport affectif et intime avec l'espace. Et cette série en particulier, donc cette nouvelle façon de revisiter, on va dire, cette maison, est venue dans ces contextes actuels. Donc, c'est des œuvres très récentes, des séries très récentes. Et je sentais que c'est comme si toutes les structures affectives, émotionnelles sont en train de s'écouler dans cette crise qui traverse l'humanité. Et je pense qu'un immigré, une personne qui se détache de son lieu d'origine, est toujours en train de reconstruire ses structures à chaque fois qu'il bouge, à chaque fois qu'il bouge ailleurs. Il a un besoin de reconstruire ses repères, ses références. Et donc, cette série, c'est une urgence de me rappeler avec toute la façon un peu maladroite euh, de la mémoire, parce que la mémoire n'est jamais nitide, euh, et urgent, parce que justement, j'ai besoin de me rappeler les espaces d'une façon très, très essentielle. Euh, Donc, oui, il n'a pas de meubles, mais il a effectivement tous les échos, tous les présences et tous les vécus dans cette maison. Donc, c'est des planchettes en bois, très simples, très petites, très, voilà, avec le minimum de couleurs. Je cherche un peu l'essentiel de ces repères pour m'aider à tenir. Mhm. Oui, en fait, c'est une série que tu fais actuellement, euh, un peu en écho aussi à d'autres moments où tu avais déjà travaillé sur ce sujet de ta maison d'enfance, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, j'ai travaillé pendant, je sais pas, toutes les premières années des études, j'avais surtout travaillé sur cette maison de différentes façons. Puis, quand je me suis déménagée à Paris la première fois, c'était la première fois que j'ai cogné un autre lieu euh, avec lequel j'avais aussi un rapport intime, mais pas la maison d'enfance. Donc, c'était l'appartement où j'habitais.
et à ces moments-là. Mais 2 ans après, j'ai retourné à cette maison, puis après, j'ai travaillé sur d'autres thèmes, sur d'autres maisons, mais de temps en temps, je reviens. Donc, par exemple, l'expo que j'avais fait, justement lors du prix du Salon de Montrouge, donc l'expo que j'ai fait au Palais de Tokyo, parlait aussi de cette maison, dans un moment particulier où les lois d'expropriation étaient décrétées, pendant le gouvernement de Chavez et où les lieux, même les lieux privés, pouvaient soudainement être enlevés des propriétaires. Mm. Et ça veut dire les espaces intimes. C'est pas rien, c'est une agression terrible. Et, c'est dans ces contextes donc, que j'avais fait ces œuvres en 2011 qui s'appellent Expropriation et qui étaient sous le thème de la maison d'enfance. Donc voilà, de temps en temps, je reviens dans cette maison et à liaison aussi avec le contexte dans lequel je me trouve. Bien sûr. Oui, là, c'est effectivement, à ce moment-là, c'était une manière de te la réapproprier parce qu'il n'y avait que toi qui pouvais savoir ce que cette maison représentait pour toi. C'est-à-dire que, OK, les lieux physiques pouvaient ne plus vous appartenir, mais finalement, enfin, l'énergie, les mémoires, les souvenirs, tout ce que tu as vécu dedans, c'était ce qui pouvait t'appartenir vraiment. Donc, je ressens bien ça aussi dans ton travail. Et, et en fait, tu as donc travaillé sur cette maison particulièrement, tu disais sur des espaces dans lesquels tu as habité postérieurement, mais aussi sur des espaces habités par d'autres personnes avec qui peut-être tu t'es identifié. Et notamment Federico García Lorca, euh, pour lequel tu as fait un véritable pèlerinage en fait dans toutes ces maisons où il a vécu, la maison où il est né, sa maison de campagne, la maison où effectivement il a vécu des années très fortes de sa vie, où il a énormément écrit aussi. Et puis la Casa Azul, la maison très connue de Frida Kahlo. Un autre défi aussi, parce que cette maison est tellement connue que tout le monde, en fait, elle appartient plus à personne finalement, parce qu'elle fait vraiment partie du patrimoine et de l'imaginaire collectif, en tout cas beaucoup en Amérique latine. Mais tu l'as réinterprétée à ta manière. Et voilà, je trouve que ce sont si tu permets une analyse, j'ai l'impression que ce sont des portraits que tu fais de ces gens-là à travers les espaces qu'ils ont habités et à travers en fait l'énergie qu'ils ont mise dans ces lieux. Et au-delà de l'apparence physique, tu les représentes pas, tu représentes pas leur visage ni leur corps, mais tu représentes vraiment leur essence en fait, parce que c'est vraiment ce qu'ils ont mis dans ces lieux-là qui t'impressionne et que tu essayes d'embrasser. Et voilà, j'aimerais que tu me parles un peu de cette expérience qui a pris une partie importante, je crois, de tes dernières années de recherche. Oui, effectivement. Bon, moi j'ai envie j'ai j'ai pensé à une phrase, quand tu me parlais, j'ai pensé à une phrase c'est Frida qui l'a dit et qui m'a fait m'amener à comprendre mon travail d'une façon plus claire peut-être. Donc Frida disait à un moment donné par rapport à des peintures sur des fleurs, de très belles peintures qu'elle avait fait sous des fleurs de nature morte, mais surtout des fleurs. Elle disait, je prends des fleurs pour qu'ils ne meurent pas. Et en fait, quand j'ai lu cette phrase, j'ai tout de suite compris, enfin, que quelque part, je prends les maisons pour que les gens ne meurent pas. Mm. Parce que une chose qui m'a toujours perturbée, m'a fait questionner, enfin, c'est toujours une question existentielle profonde dans mon travail, c'est l'éphémérité des présences humaines, en même temps la force qui a ces présences, à quel point ils imprègnent l'espace et les objets qu'ils ont touchés ou dans lesquels ils ont vécu, et comment un objet, un espace peut survivre à son habitant. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours
touchée, qui m'a toujours émue. Et c'est l'une des raisons par lesquelles j'ai été amenée à faire ces œuvres. Donc, pourquoi Federico et pourquoi Frida? Euh, c'est vraiment des raisons très personnelles. Au-delà des espaces, des personnes d'une notoriété et d'une importance euh, incroyable dans le monde de l'art et internationalement. C'est quand même des artistes qui m'ont nourri depuis mon enfance. Donc, je lis des poèmes de Lorca depuis que je suis, quand mon père me lisait des poèmes, me parlait de lui. J'imaginais cette figure charismatique avec une voix qui malheureusement n'a jamais pu être enregistrée, mais qui, tout le monde qui l'a connu parlait de sa présence, de sa voix, de sa façon de lire. Et puis mon père avait eu la joie, la chance d'avoir été dans la maison de Lorca, dans la Huerta de San Vicente, avant qu'elle devienne musée. Et donc son histoire, de quand il a visité cette maison, c'était des histoires qui étaient toujours derrière moi, enfin mon arrière-pensée, enfin, m'accompagnait souvent. Et Frida aussi, bon, c'est inévitable que moi je suis femme, je suis latino-américaine et je suis peintre, donc c'est impossible de ne pas être influencée, touchée euh, par la figure de Frida Kahlo, par son œuvre, par sa vie. Mais au-delà de ces rapports de proximité culturelle, bien sûr, elle parle des choses qui sont universelles finalement. Mais mon rapport avec elle a été aussi de la même façon. C'est une figure que je connais aussi depuis mon adolescence, sa peinture, les histoires sur cette maison bleue. Et, et puis, j'ai toujours eu un intérêt de lire les biographies des artistes. J'ai collectionné des articles, des fichiers, des livres. Et c'était un peu des figures que me nourrissaient en tant que créateur, en tant que personne, en tant qu'être sensible. C'est des rapports vraiment très personnels, très subjectifs, on va dire, avec ces gens. Et finalement aussi, c'est une projection de mes questions à moi que je projette, que je mets en dialogue avec leur univers. C'est ça qui m'a amené donc à prendre leur maison et à essayer de comprendre cette présence dans cet espace, puisque tous les deux ont quand même eu un rapport avec l'espace intime très fort, enfin, très puissante. Leur cas s'est découvert écrivant dans l'une des maisons familières, donc la maison de Valderrubio. Et Frida, elle est née et elle est morte dans la même maison. Et ça, c'est pas rien, c'est toute une vie dans une maison. Sa maison a quand même un espace, une importance fondamentale pour comprendre sa vie et son œuvre. Oui, oui, plus que d'y habiter, en fait, ils les ont habitées, ces maisons. C'est-à-dire qu'ils les ont habitées et ils les habitent encore d'une certaine manière avec leur énergie. De même que, en fait, si on veut, tous les fantômes qui sont passés par là. Donc, c'est un peu vraiment prendre cet espace avec toute l'énergie qu'il contient. Et tu parlais justement de ton père et du fait qu'il ait découvert cette maison de García Lorca d'une manière très privilégiée. Et je lisais aussi quelque part qu'il était architecte. Alors, est-ce que tu peux me raconter quel était ton rapport avec ton père enfant et puis, enfin, je veux dire, pas dans l'intimité, mais je veux dire par rapport à ce travail et à comment le travail de ton père et son activité d'architecte ont peut-être influencé ton devenir d'artiste. Et ensuite, j'aimerais que tu nous parles plus particulièrement de ce point de vue que tu adoptes depuis le plafond, souvent, ou alors avec vraiment une sorte de tridimensionnalité des pièces
qui les font vraiment se rapprocher du render architectural? Bon, mon père, effectivement, il a été architecte, mais aussi dans une époque où il n'avait pas toutes les technologies qui existent aujourd'hui pour créer un espace ou dessiner un espace. Donc, il travaillait vraiment de façon artisanale, c'est-à-dire avec ses planches, sa planche à dessin, ses encres, ses crayons, ses règles, puis tout cet univers des matériaux. J'ai J'étais habituée à tout ça depuis petite, quoi. Je le voyais travailler. Mais mon père était, au-delà d'un architecte, il était une personne qui était très ouverte à toutes les différentes formes d'art. Et, euh, et il me parlait de plein de choses, pas seulement de l'architecture. Mais je pense que mon rapport avec la maison, par le biais de mon père, c'est pas seulement dû au fait qu'il était architecte, mais surtout de la façon comment il habitait la maison, comment il préparait la maison pour recevoir des personnes, Mm. comment la quotidiennité, les petits rituels, les jours à jour, les repas, les fêtes, tout, enfin, la quotidiennité d'une maison, elle rendait ça quelque chose d'extraordinaire. Et moi, j'ai absorbé ça inévitablement. Donc, c'est au-delà du métier comme architecte, c'est vraiment les rapports qu'il m'a appris par rapport à comment habiter une maison, comment Mm. vivre Mhm. dans une maison et qu'est-ce que signifie finalement une maison. Mhm. Et, euh, et bon, la vue par rapport au plafond, ces perspectives qui sont particulières dans mon travail, euh, oui, enfin, une explication, enfin, je n'aime pas trop du mot explication, mais Mm. une explication évidente peut être le fait que finalement les architectes dessinent souvent les espaces vus d'un autre. Donc c'est une vision cette perspective est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Mhm. Mais c'est pas seulement ça en fait. Moi je pense que quand je travaille par exemple sur une série, et je travaille souvent dans une série, je n'arrive presque jamais à concevoir une œuvre unique, c'est-à-dire, oui, chaque œuvre est une œuvre en soi-même, mais j'ai toujours besoin de travailler sur une série, c'est-à-dire de raconter une histoire. Et Mm. c'est une histoire belle, c'est une histoire métaphorique, avec plein de significations. Et dans raconter cette histoire, j'ai besoin de bouger la caméra, on va dire comme ça. Mm. Et, euh, et parce que c'est traverser cet espace. L'espace n'est pas quelque chose de fixe. On les traverse, on traverse une porte, on traverse un couloir, on rentre dans une chambre. Et à chaque fois qu'on aborde un espace, on le fait d'une façon différente. Et à chaque fois qu'on regarde un espace, on le fait aussi de façon différente. Donc, je pense que c'est cette séquence, quelque chose peut-être plus lié au mouvement d'une caméra, donc au cinéma peut-être, qu'à l'architecture. Mhm. Euh, Ok. et aussi, bon, après, il a d'autres choses plutôt de l'ordre de l'espirituel, enfin, sans trop trouver des explications métaphysiques, mais j'ai besoin d'embrasser un espace. C'est Mm. une vision, euh, euh, c'est-à-dire c'est l'espace qui m'embrasse et moi que je l'embrasse aussi avec les regards. Mhm. Mhm. Oui, et c'est vrai que du haut, tu as vraiment une vision d'ensemble comme tu ne pourrais pas l'avoir autrement. Et quelque part, ça te fait aussi avoir une vision qui n'est pas la vision d'un petit enfant qui découvre un espace, mais plus une vision vraiment, pas seulement d'adulte en fait,
presque de tout puissant quelque part par rapport à cet espace-là qui est comme voilà comme un être que tu as envie justement effectivement d'embrasser du regard, comme on dit. Ok, c'est effectivement très fort et je le ressens aussi alors dans ta série sur les salles de bain. Qui est une série qui est très intéressante parce que alors c'est la même salle de bain mais avec des couleurs différentes, mais ce sont les mêmes éléments, le même tabouret, le même évier, la même baignoire et en fait chin et en fait tu ressens donc cette en fait, différentes histoires autour de cette salle de bain, autour de cette même pièce. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport justement à ce sanctuaire de l'intimité qui est vraiment la pièce intime par excellence, la pièce du privé, qui est donc la salle de bain. Oui. Bon, c'était oui, vraiment, la salle de bain, c'est quand même une des ultimes des espaces privés. Et cette série est venue sous l'idée de qu'un même espace peut être l'endroit des différents états d'esprit. Et la salle de bain, puisqu'on est confronté à nous-mêmes quelque part, on traverse, on traverse aussi différents état d'esprit dans une journée. C'est aussi le lieu où on peut s'enfermer, donc on a le droit quelque part de se retrouver face à soi-même. Oui, exactement. Et donc, c'est pas oui, ça peut être, c'est un espace qui peut être complètement ordinaire. Et pourtant, c'est aussi un espace de la guérison. Quand on prend un bain, quelque part, on se guérit des blessures, des lames, des émotions blessées. C'est aussi un espace de déchargement. On a besoin de désintoxiquer des agressions du monde extérieur. C'est aussi un espace de l'érotisme, bien sûr, parce qu'on est en contact avec notre corps et avec notre désir. C'est aussi un espace de jeu, de joie, d'humeur, qui est un mécanisme qui nous sauve aussi dans la quotidienne. Rosa Maria, et une question liée au contexte actuel. Oui. En ce moment, en fait, on est tous obligés, en tant que bons citoyens, de revenir chez nous. C'est-à-dire que on est dans un contexte où, en fait, on est obligé de revenir vers cet espace de l'intime dont tu es une grande professionnelle, une grande analyste. Et je voudrais savoir, toi justement, qui as tellement réfléchi à l'espace de l'intime, oui, aux espaces privés et aux maisons, aux chez-soi, est-ce que tu as quel est ton rapport avec ce confinement et quels sont tes projets actuellement? Bon, écoute, je ne sais pas si je suis une très bonne analyste, mais je te remercie en tout cas par l'éloge. En fait, donc oui, je travaille. C'est une situation qui est quand même bouleversante. Je pense pour tout le monde. Ça l'est pour moi. Ça m'a mené à poser des questions essentielles sur mon travail, même sur mon rôle dans la vie. Pas seulement en tant qu'artiste, mais en tant que personne. Je pense que c'est ça qui nous mène les difficultés à nous poser, j'espère, les bonnes questions. Et donc, dernièrement, c'est-à-dire dans les derniers jours, avec tous ces bouleversements qu'on traverse, j'ai senti l'urgence, le besoin de travailler de prendre une chose qui est complètement différente à ce que j'ai fait auparavant. Et c'était dû à une urgence par les contextes qui en est en ce moment. Et il s'agit d'une série qui, je crois qu'il va s'appeler Épitaphe.
Et en fait, c'est une série très particulière parce que donc, j'ai pris un objet qui est un objet d'affection, qui est un coquillage, et je suis en train de dessiner, de peindre des épitaphes pour lui. Pourquoi? Bon, moi, quand je travaille, c'est pas parce que j'ai une réponse, mais parce que j'ai une question, Mmh. besoin. Donc, et même si je n'ai pas l'habitude de parler des processus dans lesquels je suis vraiment au milieu, parce que c'est très difficile d'avoir une distanciation et de pouvoir comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Sinon, après, qu'on le finit et puis on réfléchit. Mais j'ai eu quand même des réflexions que j'aimerais partager avec toi et, et parce que tu me poses ces questions. C'est que donc ces confinements, ces bouleversements, toutes ces choses nous mènent à ne pas pouvoir être en contact avec l'autre. Et pas seulement à être confiné chez soi, c'est-à-dire à essayer de trouver son lieu dans son chez-soi, ce qui n'est pas toujours évident, mais on est interdit, donc par une mesure de sécurité publique, de rentrer en contact avec les autres personnes. Alors c'est quelque chose complètement, c'est tellement cruel de ne pas pouvoir voir les gens, tisser des connexions présentielles. C'est très bouleversant tout ça et surtout Mmh. parce qu'on s'est réveillé un jour, on ne sait plus dans quel monde on est. On ne sait pas qu'est-ce que ça va se passer, on ne sait pas combien ça va durer, c'est une incertitude. Et on dirait que toutes les structures s'effondrent, c'est-à-dire les structures émotionnelles, mémorielles, référentielles, Mmh. les références de chez soi, ce qu'on a fait dans notre vie. Enfin, tout est en train de s'écouler. Tout est contre-intuitif en plus, hein, parce que pour être solidaire, il faut être éloigné. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ça m'amène à quelque chose qui est essentiel dans mon travail jusqu'au présent, c'est que finalement, je ne prends pas les espaces en tant que tels, mais les espaces en tant que portrait des gens. Mmh. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est la présence humaine, c'est l'être humain. C'est pas l'espace en tant que construction architecturale ou historique ou non, c'est l'être humain qui m'intéresse le plus. Alors, dans cette réflexion, je sentais que cette situation était terriblement cruelle. Et la cruauté, c'est quelque chose qui n'est pas une nouveauté. Enfin, on constate jour à jour la cruauté de ces mondes, de ces contextes, de ces moments historiques, des rapports entre les gens qui sont bizarres, sont banals, en même temps sont superficiels et sont faciles et pourtant sont vides de significat. Et là, quand on est contrainte à ne pas avoir le contact avec les autres, alors je me demande qu'est-ce que c'est l'essentiel? Qu'est-ce que c'est vraiment l'essentiel dans notre vie, dans les rapports avec l'espace, avec les autres? Et donc, c'est une série terriblement cruelle. Je crois que je suis en train de peindre des choses que je n'aurais jamais peint auparavant. Mais je cherche des... C'est-à-dire, il y a une mort. Il y a une mort par rapport à la compréhension de nos relations humaines, de nos relations affectives, de nos rapports avec les autres. Il y a quelque chose qui est en train de décéder. Et je voudrais croire que cette mort s'agit d'une transformation. Euh, Quelque chose doit mourir pour qu'une autre puisse naître. C'est un peu comme un cycle. Et bon, je n'ai pas la réponse de qu'est-ce que ça va donner de tout ça. Mais finalement, on arrive à une chose par le contraire. Peut-être la cruauté pour trouver la tendresse. Peut-être l'éloignement pour trouver la proximité. Au moins la ressignifier. Mmh. C'est une belle façon de voir aussi. C'est le cycle. C'est effectivement le coquillage, c'est aussi le symbole du cycle, du temps cyclique et du renouveau. Donc on a hâte de voir cette nouvelle série, José Maria. Elle est au four, ou jamais, patiemment.
Ouais, ojalá bientôt, ojalá. Bon, merci encore pour toi, pour ton temps, pour toute cette inspiration. Merci. J'espère qu'on va pouvoir partager ça avec beaucoup de gens à travers les écrans, malheureusement. Et j'espère vraiment une exposition peut-être avant ton départ de Paris. Euh, voilà, on a hâte de suivre tes projets. Et voilà, merci encore à la Cité internationale des arts, à l'association de commissaires d'exposition aussi qui nous a mis en contact. Ça a été une très, très belle rencontre, en tout cas de mon point de vue. Vraiment, j'étais ravie de faire ta connaissance et de connaître ton travail un peu plus en profondeur. Moi aussi, Christina, c'était un vrai bonheur d'être en contact avec toi et de réfléchir avec toi sur toutes ces choses qui, j'espère, qui puissent parler aux autres aussi. J'en suis sûre, surtout en ce moment. Je suis sûre que tes œuvres nous parlent à tous. En tout cas, merci encore et un abrazo virtual. Ah, Et à bientôt.